J'ai récemment lu des articles anglophones qui parlent d'une théorie comme quoi il y aurait 4 types principaux de borderline, donc avec des spécificités. Et c'est quelque chose que je n'avais pas lu sur les médias français, ou en tout cas francophones, et j'ai trouvé cette étude très intéressante. Elle distingue donc 4 types de profils qui sont appelés ainsi. En premier, le borderline impulsif. En deuxième, discouraged borderline, donc plutôt découragé. On peut voir ça un peu avec un côté dépressif. Donc le borderline découragé, on va dire. The petulant borderline, que l'on peut traduire par irascible, donc le borderline irascible. Et le borderline self-destructive, donc qui se détruit lui-même. Et donc selon les catégories, il y a différents symptômes qui sont plus ou moins prévalents. Et ça permet de définir plusieurs personnalités un peu différentes, mais qui souffrent toutes des symptômes du trouble borderline. Chez la personnalité impulsive, on retrouve des conduites à risque. Donc ça peut être conduire en état d'ivresse, conduire en ne respectant pas les limites. Ça peut être bien sûr la prise de toxiques, donc drogue, alcool. Ça peut être aussi les relations sexuelles non protégées. Ou encore les troubles du comportement alimentaire, donc boulimie, anorexie, hyperphagie, etc. Ainsi que le fait de dépenser énormément, donc ça peut être beaucoup commander en ligne, vider sa carte bleue quoi, et aussi les jeux d'argent. C'est une personnalité que l'on trouve énergique, charismatique, plutôt détachée. Ce serait aussi quelqu'un qui engage beaucoup, qui est motivé, donc j'imagine un peu une personnalité qui va à 100 à l'heure et qui se dépense dans tous les sens, donc que ce soit physiquement, que ce soit au travers de conduite à risque. Quelqu'un qui va prioriser la gratification instantanée. Donc par exemple, quand on fait du sport régulièrement, le corps s'habitue à la charge physique, on crée des endorphines et de la dopamine saine, mais cette gratification-là, elle arrive après un certain moment. Donc ça peut être déjà rien qu'avec une séance de sport, mais ça demande quand même des efforts, ou bien en pratiquant régulièrement. Alors qu'une prise de toxiques, de drogue par exemple, la gratification est instantanée. Quelqu'un qui va peut-être pas prendre soin de ses relations interpersonnelles parce qu'il y a telle gratification à tel endroit à venir chercher immédiatement. Donc on retrouve aussi chez cette personnalité impulsive de l'agressivité, donc se mettre dans des situations un peu compliquées, se battre. Déjà rien qu'avec la prise de toxiques ou avec l'alcool, ça peut tourner très vite. Donc quelqu'un qui ne supporterait pas la frustration. Mais après chez les borderline, en général, la frustration est très dure à surpasser, puisque la frustration c'est un peu un sous-genre de la colère, et bon, la colère chez les borderline ça vient très vite et très fort et c'est difficile de tempérer. Personnellement je me retrouve pas mal dans cette personnalité là de borderline. Alors plus maintenant parce que je suis sobre, j'ai fait des années de thérapie, donc ça s'est arrangé, mais quand j'étais plus jeune il y avait toute cette prise de toxiques, etc. Vraiment cette volonté de binging comme on dit en anglais, donc de dévorer jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, et peu importe ce que ça entraîne derrière quoi. Donc peu importe si ça blesse des amitiés, peu importe si on en perd son travail, peu importe si on vide son compte bancaire, tant que la gratification est là, c'est tout ce qui compte. Et cette gratification aussi permet d'oublier toutes les choses qui nous font du mal dans notre quotidien. Donc les raisons pour lesquelles on a besoin de se défoncer, on a besoin de sortir de sa tête. Et on sait que forcément, si on n'est pas trop dans sa tête parce que l'on consomme beaucoup, on va donc moins pouvoir se poser, faire un point sur sa vie, aller en thérapie, penser à aller en thérapie. Pareil, si forcément tout l'argent passe dans des consommations, on ne va pas pouvoir se payer des psys. Et puis ensuite, bien sûr, tout ce qui entraîne les addictions qui après sont à traiter, quoi. La personnalité découragée, on peut aussi la définir par quiet borderline, donc plutôt borderline silencieux. Je pense que la traduction exacte serait pas silencieux, mais plutôt plus calme, ou en tout cas un borderline qu'on reconnaît moins au premier abord. Donc c'est considéré comme un high functioning borderline, donc un borderline qui fonctionne bien, dans le sens où il va y avoir des symptômes moins handicapants, où ça va être plus simple à gérer. Ça n'enlève pas le fait que ce soit une souffrance au quotidien, évidemment, mais il semble que les symptômes soient tout de même un peu atténués, ou qu'il y ait moins de conduite à risque avec ce type-là de borderline. Donc chez cette personne-là, tout est internalisé, donc on garde les émotions, les souffrances pour soi, en soi, et on redirige la haine et la tristesse envers soi. Donc on s'en prend à soi, mais de manière interne. On le montre pas au monde, ce qui peut aussi montrer le côté quiet, dans le sens où on va pas le remarquer, mais au fond la personne bouillonne.
Donc ça peut être des personnes qui se sentent très seules, qui ont peu d'amis, d'entourage, qui se poussent pour atteindre la perfection, donc dans le travail, dans les études, qui supportent mal d'être en groupe, d'être en société avec beaucoup de gens, qui ressentent une aliénation à être entourés, et qui retournent donc leur souffrance contre eux-mêmes. Donc ça peut être avec de l'auto-mutilation ou autres comportements suicidaires. Ce sont des gens, donc je sais plus si je l'ai dit, qui se sentent extrêmement seuls et qui recherchent l'approbation des autres. Donc je pense qu'ils ont un besoin de validation externe, car eux-mêmes se déprécient tellement que si personne autour ne leur dit « oui, tu as de la valeur », eh bien pour eux, il n'y en a pas. Donc ça pareil, c'est des symptômes que l'on retrouve chez tous les borderline. La dépréciation, ça fait partie des symptômes. Mais donc c'est ce qui est prévalent chez cette personnalité-là. Donc on pourrait les définir comme des personnes en besoin, donc en besoin d'affection, en besoin de validation, comme des personnes codépendantes et avec des changements d'humeur internalisés. Ça peut donc être plus difficile de les diagnostiquer, car déjà l'entourage va pas se rendre compte que la personne a forcément un problème, parce qu'il va pas y avoir d'énormes explosions de colère ou quoi, ça va vraiment être gardé en soi. Mais dans tous les cas, il ne faut jamais hésiter à consulter. Si vous vous sentez mal et en souffrance, il faut absolument voir un professionnel de santé. De plus, je pense que ça peut vraiment accentuer le sentiment de solitude lorsque personne autour de soi se rend compte que l'on souffre. Pour ce type de personnalité, moi, personnellement, ce qui me vient en tête, c'est par exemple un adolescent, une adolescente qui va être au collège ou au lycée, avec pas trop d'amis, qui va avoir beaucoup de souffrance, mais qui va pouvoir en parler à personne et qui va donc garder ça tout au long de la scolarité. Bon, ça peut entraîner forcément une phobie scolaire, peut y avoir du harcèlement en jeu aussi. Donc surtout, faut pas du tout hésiter à en parler à des personnes de confiance ou à des professionnels de santé. Donc la personnalité irascible, alors ce terme est un peu spécial. Je ne sais pas si la version anglaise est aussi connotée négativement. En tout cas en français, ça rend pas très bien. Cette personnalité-là a de gros changements d'humeur. Donc ça va être des personnes qui vont vraiment passer du tout au tout, donc d'une tristesse intense à tout un coup une colère effroyable ou inversement. Bon ça pareil, ce sont des symptômes de diagnostic de tous les types de borderline, enfin du borderline en général. Donc pour la définition de cette personnalité, on parle surtout des relations interpersonnelles, donc des amitiés ou des amours. Et on va donc retrouver cette souffrance surtout dans les relations très proches. Donc ce sont des personnes qui vont faire souffrir leur partenaire, de ce que je comprends en tout cas dans ce que je lis. Un peu dans un système de miroir. Donc en général le trouble borderline vient de traumatismes répétés dans l'enfance. Donc ça peut être de la maltraitance, le sentiment de solitude intense, de ne pas être aimé à sa juste valeur. Et donc ce sont des personnes qui vont chercher des noises à leur partenaire, qui vont les faire se sentir mal aimés. Et cela mène du coup à un comportement contrôlant, donc ils vont vouloir diriger, manipuler leurs relations. Donc ce sont des gens qui vont saboter leurs relations amoureuses et qui vont avoir des comportements contrôlants. Bon là pour moi c'est un peu gênant parce que ça fait un peu le portrait d'une personnalité manipulative, négative. Et déjà je trouve ça mauvais de faire le portrait d'un trouble de la personnalité de façon que négative, parce que déjà tous les malades souffrent et tous ces comportements sont inhérents à leur maladie ou à leur trouble. On ne peut pas dire que telle maladie ou tel trouble crée des individus malveillants ou mauvais. Surtout qu'à mes yeux ce sont des comportements hérités si je peux dire, peut-être d'une religion catholique qui va voir le bien et le mal, d'une peur que l'on peut mettre sur les malades mentaux, comme quoi ce sont des dangers pour la société, qu'il faut les enfermer dans des hôpitaux, etc. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je ne sais pas à quel point il faut prendre ces infos avec des pincettes, mais en tout cas, je vais continuer de vous traduire l'article. Donc, ces personnes ont de sérieux changements d'humeur. Ils ont une attitude passive-agressive. Ils aiment défier l'autorité et ils ne supportent pas l'autorité. Par contre, ils sont manipulateurs. Ils sont irritables et impatients. Et ce sont des gens très bornés. Donc là, pareil, on retrouve plein de choses qui font partie des borderline. Donc l'impatience, la difficulté à être frustré, la facilité à partir directement dans les tours dès que l'on est énervé, la défiance pour l'autorité, ça aussi on peut le retrouver un peu partout, chez tous les borderline. Non, je suis un peu rassurée parce qu'à la fin de l'article, il note
que cette personnalité est plus sur le côté triste ou down, donc comment traduire down, descendante du spectre borderline, parce que du coup on considère ça comme un spectre, puisqu'il y aurait donc plusieurs types de personnalités, donc plusieurs degrés et intensités en fonction des symptômes, ce qui veut pas dire que un est plus malade et l'autre est pas suffisamment malade, hein, évidemment. Donc on peut se dire certes qu'ils ont une mauvaise attitude, que c'est un peu les bad guys du spectre, mais ils mettent à la fin, c'est une condition mentale complexe et qui a besoin d'être traitée. Donc oui, en fait, faut pas voir ça comme les méchants ou intentionnellement méchants. Je pense que c'est vraiment important de faire la part des choses là-dessus. Et donc pour la dernière personnalité, donc qui s'autodétruit. Donc c'est une personnalité qui a d'intenses sentiments de dévalorisation et de haine de soi. Donc ce qui affecte leur humeur et leurs relations autour d'eux. Donc ce sont des gens qui peuvent prendre des ou autres pour se détruire, hein, tout simplement, qui ont pratiqué l'automutilation, qui ont des comportements risqués et impulsifs. Ça rejoint un peu la personnalité impulsive qu'on a vue en tout début. Donc qui sont particulièrement suicidaires, qui n'ont pas vraiment d'intérêt envers le fait de dormir, ou bien qui ont des problèmes de sommeil. Et effectivement, le sommeil est super important pour être en bonne santé physique et mentale. Qui ont des pics d'énergie et aussi des sentiments d'euphorie. Alors ça me fait un peu penser à la bipolarité, dans le sens où on va avoir des phases qui sont beaucoup plus définies. C'est pas du tout pareil que chez les borderline, mais chez les bipolaires, on a donc des phases up and down, donc maniaques et dépressives. Et dans les phases maniaques, ça va être un peu une perte de contact avec la réalité. C'est là où on va dépenser énormément, se mettre parfois en danger, donc ça peut être dépenser financièrement, prendre des substances, faire des choses un peu abracadabrantesques, quoi. Et tout ça avec un sentiment de puissance et d'euphorie qui va vraiment vous donner envie de courir partout, quoi, et de réaliser des projets. Ça peut être des projets très top, hein, se dire « Oh, je vais lancer mon entreprise, hop, je vais me repeindre tout mon appart ». Mais si ça monte trop haut, à ce moment-là, ça peut être nécessaire d'être hospitalisé ou avoir du coup des médicaments pour réguler les phases. Et ensuite, en général, plus une phase est haute, plus la phase basse ensuite est basse. Et à ce moment-là, du coup, il faut récupérer tout le contre-coup, et les phases dépressives peuvent être extrêmement dures. Donc, idée de suicide, impossible de sortir de chez soi, de prendre soin de soi, de son corps, se doucher, manger, impossible d'aller au travail, etc. Donc ça peut être très dangereux. Et donc chez les borderline, on a aussi des phases up and down, mais beaucoup moins pas fortes, c'est pas le mot, mais on n'a pas non plus le même genre de phase que chez les bipolaires. Donc chez les borderline, on a des phases beaucoup plus courtes. Chez les bipolaires, à partir de, je crois, 3-4 semaines, si on a des phases qui durent de 3-4 semaines à plusieurs mois, là c'est la bipolarité. Et chez les borderline, ça peut être des phases qui durent quelques jours, une semaine, mais en général c'est assez court. Où là pareil, soit on va être en dépression intense. Alors je sais qu'une dépression normalement c'est sur le long terme, sinon ça peut pas être diagnostiqué comme une dépression, mais dans le sens où on va être extrêmement dépressif, quoi. On va pas pouvoir se rendre au travail, faire ses études, faire sa cuisine, s'occuper de soi. Ou alors des phases où on va être en full hyperactivité, on va commencer plein de projets, on va se sentir hyper heureux, voire tiens donc on est guéri, donc il y a un peu quand même des idées délirantes, quoi. Genre je suis guérie, je peux jeter mes médicaments, je change de ville, enfin bref, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et donc a priori, ces sentiments d'euphorie sont très prévalents dans cette personnalité-là, donc la personnalité autodestructive. Oui, c'est ça. Donc voilà pour les 4 types de personnalités borderline que j'ai trouvés en ligne. Je vous mettrai le lien des articles en barre d'infos. Alors, ils seront en anglais, car du coup, je n'en ai pas trouvé en français. Mais c'est assez simple à comprendre, et si besoin, vous pouvez traduire avec une page en ligne. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment parce que, alors souvent, en tant que borderline, on attire d'autres borderline. Donc, parmi mes proches, j'ai pas mal d'amis qui sont aussi diagnostiqués de borderline. Et on peut avoir vraiment des différences à propos des symptômes. Alors bien sûr, chaque personnalité est différente. On n'a pas non plus les mêmes triggers, les mêmes traumatismes. Donc il n'y a pas les mêmes choses qui nous mettent en alerte, qui nous font nous sentir mal.
Donc forcément, il y a des choses qui pour moi par exemple peuvent me déclencher une crise et pour d'autres personnes, non, c'est correct. En tout cas, j'avais toujours considéré ça comme un spectre et ça me semble assez logique de considérer chaque trouble ou chaque maladie mentale comme un spectre. Parce qu'on n'a jamais qu'une seule forme, une seule définition pour une maladie ou un trouble. Et ça me tenait à cœur de partager ça, alors pas seulement pour cette découverte en lisant donc ces articles, mais aussi pour une petite anecdote personnelle que je vais vous raconter, qui n'est pas très fun hein, quand on y pense. Alors la première personne qui m'a suivie pour mon trouble borderline et qui a déclenché l'idée du diagnostic, alors il n'était pas psychiatre, il était psychothérapeute, et je l'ai vu quand j'avais 17-18 ans, donc assez jeune. Et cet homme-là était donc le président de la plus grande association pour les borderline de France, rien de moins, donc quelqu'un qui connaît très bien normalement les borderline puisque c'est juste son sujet principal, que c'est là-dessus qu'il travaille. Et donc j'étais absolument ravie de pouvoir avoir des rendez-vous avec lui parce que je voulais tout simplement faire une thérapie sur le trouble borderline, je voulais comprendre si c'était bien ça et je voulais savoir comment amenuiser mes symptômes parce que c'était invivable. Et donc j'ai eu cette personne pendant 1 an et lors d'un rendez-vous, il m'a dit quelque chose qui trotte dans ma tête jusqu'à aujourd'hui et là maintenant j'ai donc enfin la réponse au truc qui tourne depuis des années dans ma tête et que je n'arrivais pas à comprendre. Il m'avait dit vous êtes le type de borderline que je n'aime pas. Alors déjà, choquant, c'est de la part d'un professionnel de santé, c'est quand même très étrange de dire ça. Vous êtes le type de malade que je n'aime pas. Bon, ça m'avait pas forcément plu. Mais je ne comprenais pas surtout ce qu'il voulait dire par là. Et donc en lisant ces différents types de borderline, j'ai mieux compris. Je me suis dit, oui, j'étais le type de borderline plus difficile à soigner, plus impulsif, qui se met plus en danger, et donc ça va être difficile de le faire venir en thérapie, ça va être difficile de le contenir, de le stabiliser. Et donc j'imagine qu'il y avait des types de borderline qu'il préférait, car ils étaient peut-être moins axés sur les côtés colériques et impulsifs, prise de toxiques, etc. Toujours est-il que ça me choque toujours aujourd'hui qu'il m'ait dit ça. Alors je ne vous donnerai pas son nom évidemment, et si vous le trouvez, je vous prie de ne pas le contacter pour lui donner de mauvais commentaires ou quoi, juste par rapport à mon tout petit témoignage. C'est encore une fois une preuve que tous les professionnels de santé ne sont pas forcément bienveillants ou bien habilités à faire leur job. C'est pas la seule dinguerie qu'il m'a sorti pendant ces 1 an de thérapie. Mais j'ai pas forcément envie de m'étaler dessus là maintenant. Et donc après, en tout cas, après cette thérapie avec lui, j'ai eu mon diagnostic avec un psychiatre. Et du coup, c'était bien ça, j'étais bien borderline. Et bon, depuis, avec la thérapie, ça s'est vraiment amélioré. Je suis quand même beaucoup plus stable. J'ai repris goût en des activités, en des choses, j'ai des projets pour l'avenir. En tout cas, si vous galérez avec vos symptômes, que vous vous sentez seul, dépassé, n'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas aussi à parler à des pères aidants, donc ça peut être des borderline plus âgés, qui sont mieux stabilisés, qui peuvent vous donner des conseils, vous donner des petits tips pour se sentir un peu mieux au quotidien. Ça peut être des choses toutes bêtes, par exemple si on sent une crise arriver, on se pose dans une pièce seule pour ne pas avoir à écouter des gens parler et risquer de s'énerver parce qu'on est un peu sur les nerfs, donc se poser, je sais pas, faire un câlin à son chat, manger un truc qui nous fait du bien, écouter une musique, méditer. En tout cas, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour se sentir mieux au quotidien. Et bon voilà, je pense que je vais arrêter ici pour cette vidéo. Dites-moi s'il y a des sujets autour de la santé mentale ou du trouble borderline qui vous intéressent, que ce soit des tips pour se sentir mieux au quotidien ou autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté durant toute cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce genre de sujet t'intéresse. Je fais aussi des vidéos autour de l'histoire de l'art, donc je fais des analyses d'expositions, d'œuvres d'art. Je fais également des vlogs, des trucs un peu plus fun, et je parle aussi de santé mentale. Donc voilà, c'est assez varié, il y en a pour tous les goûts. Des sujets plus sensibles, plus sérieux, et des sujets plus fun, pas prise de tête, donc bon, ça tempère un petit peu. Je te laisse mettre un like à la vidéo si tu l'as appréciée. Et je te fais de gros bisous et à la prochaine!